je ne pense pas qu'on aurait pu faire ce colloque avant les révolutions, non pas pour des raisons sécuritaires. Il est clair qu'à Tunis, on n'aurait pas pu le faire. On aurait pu probablement le faire à Rabat, on aurait pu le faire à Beyrouth, mais probablement dans des conditions différentes en termes d'apport scientifique, d'apport à la fois, je dirais, empirique et théorique. C'est que, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais il a changé. Nos paradigmes ont été secoués, nos paradigmes ont été remis en cause. Je parle bien sûr sous le contrôle de Catherine, mais nous étions un peu, d'une certaine manière, dans l'idée que ce lien aux sociétés et aux pays d'origine était un reste, était un vestige, peut-être sauf exception économique, mais n'était pas quelque chose qui relevait, je dirais, de l'investissement existentiel. Ce n'était je dirais, que des traces laissées par une histoire. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on peut penser l'implication de ces acteurs que l'on a appelés diasporiques, binationaux, enfants d'immigrés, aussi en termes d'avenir. Et non plus simplement en termes... Alors, c'est des héritages qui vont vers l'avenir, mais ce ne sont pas simplement des héritages. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que oui, c'est l'un des effets de ce qu'on a appelé ces mouvements dans le monde arabe, ces révolutions arabes inachevées, ou pour certaines, je dirais, encore très incertaines, c'est en tout cas aussi une révolution pour les sciences sociales, et notamment les sciences sociales qui travaillent sur ce type de population. Ça, je crois que ça a été un des enseignements. Moi, je dirais aussi la satisfaction que j'ai de ces journées, c'est le côté extrêmement vivant et jeunesse des contributions. Je tiens à dire, nous n'avions pas de limite d'âge, ni supérieur ni inférieur. Nous avons, avec Claire, sélectionné scrupuleusement les contributeurs, et nous avons été... et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'au bout du compte, nous avons une nouvelle génération de chercheurs qui, en toute modestie, articulent, et j'ai trouvé ça fort, à la fois un terrain et un engagement, parce qu'on parle de protestation, mais il y a aussi un engagement très fort, et j'ai senti beaucoup d'engagement de la part des gens qui ont parlé. Je ne dirais pas si on est dans la sympathie, dans l'empathie avec l'objet de recherche, mais moi ça m'a fait plaisir d'entendre des gens qui se faisaient plaisir de travailler. Et ça, c'est vrai qu'on assiste à tellement de colloques de vieux cons qui radotent, mais pas parce qu'ils sont vieux, parce que moi je ne suis pas du tout de ceux qui considèrent que... mais qui sont vieux dans leur tête, si je puis dire. Il y a même des jeunes qui, à 28 ans, dans des colloques de Sciences Po, on a l'impression d'avoir des gens qui donnent des leçons à tout le monde. Là, j'ai senti des gens passionnés par leurs objets, posant des questions, je dirais, empiriques, mais avec une vraie armature théorique. C'est-à-dire que la grande surprise de toutes vos interventions, c'est une certaine profondeur dans les lectures, dans les références, empruntant à différents champs, que ce soit le champ francophone ou le champ anglophone, et même au-delà. Et de ce point de vue-là, moi, la satisfaction que j'ai, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'est plus dans des donneurs de leçons aux autres, mais on est des gens qui sont engagés sur leur terrain, parfois même avec une petite pointe de regret, de souhait. On a assisté à tout le débat tout à l'heure sur faut-il parler de contre-révolution, de révolution, et puis une de nos collègues qui a répondu avec ses convictions, mais en même temps avec un argumentaire scientifique, sans aucun tabou, de prendre parti quelque part, mais pas prendre parti sur le plan politique, prendre parti sur le plan scientifique avec des conséquences politiques dans sa prise de position scientifique. Et ça, c'est un exemple. On a eu des exemples sur l'Algérie, on a eu des exemples sur différentes zones, et je trouve que de ce point de vue-là, c'est aussi une des satisfactions. On a eu pour cet appel à candidature une réponse et un enthousiasme. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose dans ce sujet qui a soulevé énormément d'intérêt, et on a eu vraiment beaucoup de très très bons dans le processus de sélection. La sociologie électorale en Égypte, je pense que si le vote pour Morsi s'expliquait simplement parce qu'ils ont voté pour les partis de Dieu qui ne sont pas très instruits, on aurait eu un pourcentage de voix beaucoup plus important. Et par ailleurs, cela ne suffit pas à expliquer en fait la baisse des voix remportées par les frères musulmans entre les législatives de l'hiver 2011-2012 et donc cette chute des voix remportées en juin 2012. Donc je pense qu'il faut aller plus loin dans les explications du vote pour Morsi. Pour en venir à la question sur les liens historiques entre les frères musulmans égyptiens et donc le mouvement de la vision nationale, c'est comme ça que ça se redit en turc.
je voudrais juste, je n'ai pas les moyens ici, j'ai pas les moyens de refaire cette histoire-là, mais je voudrais juste citer l'exemple d'un intellectuel turc avec lequel on a fait un entretien cet été et qu'on a rencontré parce qu'il est l'un des principaux organisateurs de la campagne de soutien aux frères musulmans égyptiens, et donc notamment c'est le fondateur de la plateforme Rabaa. Tout s'appelle un peu Rabaa, mais donc il est fondateur de la plateforme internet Rabaa qui a pour objectif de coordonner les actions et l'information en soutien à la cause des frères musulmans égyptiens. Cet intellectuel se revendique de la vision nationale d'Erbakan, a été un proche d'Erbakan, il a était son conseiller, et effectivement il nous a tenu le discours de cette solidarité islamique sans frontières, de la même famille, donc il utilisait ce terme de famille pour qualifier leur relation, et donc c'est aussi cette figure de l'intellectuel qui se revendique comme presque en dehors de... c'est-à-dire vraiment cette figure de l'intellectuel islamique transnational. Donc il avait vraiment ce discours-là. Après, je pense que Vincent le remarquait, les effets de discours ne traduisent pas forcément la pratique, et je pense que la mobilisation qu'il y a eu de la part de certains acteurs turcs pour la cause des frères musulmans égyptiens ne s'explique pas par cette solidarité, ce mythique en fait entre les frères musulmans et de la mouvance frères musulmans. Pourquoi cartographier le vote à l'étranger, le vote à distance? Moi j'y vois deux enjeux. Il y a un enjeu méthodologique d'abord, utiliser la cartographie électorale comme un outil pour analyser les participations politiques transnationales, et ça me semble important parce que cette approche elle permet de reterritorialiser quelque chose qui est souvent perçu comme complètement, c'est les réseaux, ça n'a pas de territoire, c'est diffus, non, il y a des territoires, il y a des espaces, et donc ça permet de voir ça, de représenter ça. Bon, et puis évidemment, il y a le deuxième enjeu, c'est les élections tunisiennes, le comportement électoral, la participation, donc identifier les variables qui permettent d'expliquer le comportement électoral des Tunisiens à l'étranger, et avec d'évidentes limites, je ne prétends pas tout expliquer avec ces cartes, loin de là, les limites de la géographie électorale elle-même, qui est quand même une vieille licence dans les études électorales. Des progrès ont été faits depuis, mais des limites aussi qui sont liées à l'absence de statistiques, en tout cas au moins l'absence de fiabilité, insuffisamment détaillées. Les statistiques sur la diaspora tunisienne, bon voilà, on ne peut pas s'amuser à tester des variables macro sur qu'elles soient socio-économiques ou démographiques, etc., entre les résultats de l'élection et les statistiques de la diaspora, parce que celles-là ne sont pas suffisamment fiables et précises. Mais je voudrais souligner quand même au sujet de la participation, une chose, c'est que l'héritage de l'Ancien Régime, la carte des bureaux de vote à l'étranger, c'est une carte qui est héritée de l'Ancien Régime, puisque depuis 1989, les Tunisiens à l'étranger pouvaient voter aux élections présidentielles. Donc c'est important là-dessus, parce que ça ne serait probablement pas passé comme ça si ça avait été une mesure nouvelle qui était tout juste apportée. Et puis l'autre chose que je veux souligner, mais ça on y reviendra, on va y venir là dans les cartes qui viennent. Alors je vais peut-être avancer dans le PowerPoint. Oui, alors voilà. Donc la deuxième chose, c'est la diversité du niveau de participation selon les pays de résidence. Alors, quelques chiffres juste sur l'élection de l'étranger, c'est un rappel, mais je pense que vous connaissez. 200 000 votants à l'étranger, dont 120 000, donc c'est des votants, ce n'est pas des électeurs, etc. C'est 200 000 bulletins, quoi, dont 120 000 en France, 18 députés, 6 circonscriptions, France 1, France 2, etc. Et à peu près, c'est là où j'en reviens à cette histoire de carte des bureaux de vote de l'étranger, c'est important. Parce que 450 bureaux de vote, d'abord, c'est évidemment très important, mais ça veut dire aussi que les électeurs à l'étranger ont pu facilement accéder à un bureau de vote, même quand ils n'habitaient pas dans la capitale et qu'ils étaient éloignés du consulat. Donc concrètement, pour la pratique du vote, c'est à souligner. La participation, je ne vais pas développer, mais on voit bien que c'est par rapport à la population à l'âge de voter. Ça aussi, c'est quelque chose que je veux souligner.
souvent on mesure la participation par rapport au nombre d'inscrits. Là on a un chiffre de l'ordre de 30% de la population en âge de voter, bon estimé, je ne vais pas discuter des questions des statistiques des consulats, des registres consulaires, mais si on garde à l'esprit que 30% des Tunisiens à l'étranger ont voté, c'est beaucoup. Si on parle, je sais pas, des Français de l'étranger par exemple, quand ils votent, c'est 30% des inscrits au consulat. Donc on voit bien que là, la mobilisation, moi je pense qu'on peut considérer que la participation des Tunisiens de l'étranger en 2011 était un succès, et a fortiori si on la compare à la participation en Tunisie qui a été plutôt une déception. Alors, si on prend Narda, ah oui, l'autre élément que je tiens à souligner, c'est j'ai fait des classes, c'est-à-dire des échelles de vote différents pour Narda, qui est évidemment un score beaucoup plus élevé que tous les autres partis, et puis les autres partis. Parce que je tenais à souligner, c'était moins la comparaison des résultats entre les partis qui m'intéressait que le score les différences pour chaque parti entre les pays. Donc là, Narda, je vais aller très vite. Narda, on voit très bien, il y a 3 groupes de pays. Les pays du Golfe, l'Allemagne et l'Italie, où Narda fait plus de 40%, jusqu'à 50% en Italie, 52% dans le Golfe. Et puis après une moyenne où on a France, toute la France, et puis des petits pays européens, et les États-Unis aussi, où c'est entre 30 et 40, et des contre-résultats, en tout cas relativement pour Narda, dans les petits contingents que sont l'Europe du Sud, l'Europe de l'Est, mais aussi le Maghreb. On peut se poser la question, éventuellement on discutera. On entend parler d'Algérie aussi, qui a été un peu l'oublié de ces printemps et de ces discussions sur les révolutions arabes. Tu as utilisé le mot dissident et dissidence, et je voulais savoir si c'était exprès ou par hasard que tu as utilisé cette notion plutôt que notion de protestation, contestation, et du coup, est-ce que tu peux en profiter pour développer un peu sur leurs slogans, leurs affiches, comme on a eu les photos que tu avais pas beaucoup de temps, j'utilise cette question pour te donner un peu un prétexte pour ça, et aussi tu as rapidement mentionné l'évocation aussi de drapeaux tunisiens, etc. Donc si tu peux développer sur cet aspect pan-maghrébin ou pan-arabe, parce que c'était très intéressant, on aimerait en savoir plus. Le mot diaspora n'est pas utilisé en fait durant tout le temps de l'enquête par les acteurs en diaspora. Donc moi je ne saisissais pas très bien non plus en fait la distinction entre Algériens de France et Algériens en France, mais il est clair que le profil en tout cas sociologique, c'est tous des citoyens et qui ont la nationalité algérienne, qui sont résidents en fait en France, et qui soulignent en fait la maîtrise de leur migration en soulignant bien qu'ils retourneront en Algérie. À un moment donné, ils sont là pour les études, pour le travail. Mais ce n'est pas une installation définitive, et il y a une espèce de distinction qu'ils opèrent avec justement les Algériens de France qui pour eux en fait sont issus de l'immigration. Ils ne se sentent pas, ils ne se définissent pas en fait comme des immigrés. Et en particulier, ce que j'ai retenu de tous ces travaux qui proposaient une dimension historique, c'est qu'en fait ces catégories, elles ont finalement toujours été poreuses. C'est-à-dire que là aussi, on s'est peut-être un peu trop facilement laissé persuader que des populations, des diasporas dites économiques, par exemple les Tunisiens de France, étaient des populations apolitiques par rapport à leur pays d'origine. Or, évidemment, on voit que cette conscience politique qu'on a vu se manifester avec les soulèvements, elle est plus ancienne, cette conscience politique par rapport au pays d'origine, elle est plus ancienne. On le voit quand on regarde l'organisation de l'immigration en amont, et à travers cette étude plus historique. Évidemment, il n'y avait pas d'espace pour mobiliser cette conscience politique, donc elle était peut-être un peu refoulée, mais elle existait, et d'ailleurs c'est pas la preuve de l'existence de cette conscience politique par rapport au pays d'origine, c'est que les populations se mobilisent extrêmement vite. Pour qu'on se mobilise aussi vite en réaction à des événements dans le pays d'origine, c'est parce qu'on est déjà d'une certaine manière mobilisé, au moins passivement. Et puis ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est qu'évidemment cet apolitisme, il est aussi le fruit de mécanismes répressifs, c'est-à-dire que, et je pense à la présentation de Dana Moss, très intéressant, c'est-à-dire que cet apolitisme, il est aussi imposé, et c'est ce qu'on voit là aussi pour toute une série de ces populations. Merci à la Fondation Jasmine, merci à Destiny pour l'organisation. Nous allons effectivement aborder maintenant la première table ronde. La première table ronde, comme il a été indiqué, portera sur le registre associatif et politique. Je voudrais simplement en 2 minutes, avant
avant de laisser la parole aux acteurs qui sont ici présents, expliquer un peu la démarche, je dirais l'esprit de cette table ronde. Comme vous pouvez constater, les participants de cette table ronde sont jeunes, ils appartiennent à des générations qui ont tous connu des parcours migratoires, des parcours de réfugiés, des parcours d'exilés. Et pourtant, la plupart d'entre eux ont choisi de rentrer, de revenir physiquement en Tunisie ou, indirectement, de s'engager une grande partie de leur temps, souvent d'ailleurs au détriment de leur vie familiale et professionnelle, pour la Tunisie ou pour leur pays, puisque nous avons aussi une invitée, on doit la saluer, qui vient de Bahreïn. Comment expliquer finalement que ces jeunes, même si ce sont des jeunes pour certains presque quarantenaires, qui ont grandi en partie dans des pays d'exil, des pays d'immigration, qui sont pour beaucoup devenus des citoyens, des membres à part entière de ces pays d'immigration, qui ont été dans des établissements scolaires de ces pays d'immigration, de ces pays d'exil, qui ont, faut-il bien le dire, une partie de leurs amis, de leur cœur, dans ces pays d'immigration et ces pays de réfugiés ou d'exil. Comment expliquer finalement que ce qui était un paradigme sociologique, que l'on a souvent qualifié en France, et on le trouve sous d'autres formes et d'autres latitudes, que l'on a appelé d'assimilation, d'intégration, d'insertion, comment expliquer effectivement qu'ils aient choisi de rentrer, de revenir, de s'engager pour un pays qui était de plus en plus réduit à sa dimension nostalgique, du souvenir, de la mémoire familiale, voire même à sa dimension exotique, tout simplement du ce qu'on appelait le retour au bled, du tourisme, ou tout simplement de la visite familiale estivale et annuelle. Ne prenez pas la grosse tête, mais vous êtes l'oasis, vous êtes le repère dans une région qui en manque précisément et qui attend beaucoup de vous. Mais il n'y a pas que les Arabes qui attendent beaucoup de la Tunisie. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, peut-être le savez-vous, peut-être c'est un scoop, mais des terroristes, des intégristes, des fondamentalistes, des extrémistes dangereux, il n'y en a pas au sud de la Méditerranée. Il y en a aussi au nord. On en produit de très beaux. Et nos intégristes à nous, nos radicaux, ils ont reçu une espèce de bouffée d'oxygène depuis quelques semaines, ces signaux qui nous arrivent du Proche-Orient et qui semblent leur donner raison et leur démontrer que oui, toutes les préventions, tous les replis identitaires, toute cette montée en puissance du sectarisme, eh bien ils avaient raison, la preuve. Et vous, je le dirais, vous êtes quelque chose d'extrêmement précieux parce que pour nous, vous êtes l'antidote. Vous êtes l'antidote de ce que j'ai appelé l'effet Daesh, qui dissout les neurones de l'intelligentsia ou le camp entier de l'intelligentsia occidentale. Les petits pas, ce que j'ai appelé, pour ceux qui suivent les écritures, les petits pas de la classe politique tunisienne, mais je dirais les progrès de la classe politique tunisienne, toutes couleurs politiques confondues, ils se sont déjà manifestés d'une façon particulièrement spectaculaire par l'élaboration de ce que l'on peut appeler à juste titre la première constitution démocratique du monde arabe. C'est pas rien. Eh bien, les progrès de la classe politique tunisienne, toutes tendances confondues, ils vont peut-être démontrer au reste du monde, je vous laisse votre tranquillité, mais ils vont peut-être nous apporter la sérénité d'être capables de penser que les forces politiques au sud de la Méditerranée, quelle que soit la forme de leur chapeau, la longueur de leur poil ou menton, sont capables d'être les partenaires sereins de la construction d'un état de droit. Ce que j'ai reçu les premiers coups, et avant même que je ne dise un mot, c'était venu des observateurs de la scène politique, qu'ils soient journalistes ou associations ou autres partis politiques. On m'a déjà catégorisé, c'est celle qui vient d'ailleurs, et puis la binationale. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle vient faire pour être membre de cette constituante et pour être vice-président? J'en ai reçu des coups. Et ce qui m'a paru vraiment étrange, c'est que ça a été dissocié complètement des cas des autres collègues qui étaient aussi binationaux. Donc je crois que j'ai surpris les autres et je les ai un peu déconcertés. Alors, j'ai travaillé sous vraiment des critiques parfois justifiées